Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est déjà l'émission 17 et elle va être très chargée parce que bien notre nouvelle chroniqueuse est de retour, Karine Laure Desgain, ce qui fait que désormais, eh bien, aux côtés de Chloé, Annie Sedan, Edme de Havé et moi, nous avons le retour de notre chère Karine Laure. Donc, avant de vous proposer en fait un sommaire de cette émission, j'aimerais vous rappeler en fait que la nouvelle revue est parue. Voilà, avec, vous vous souvenez, comme sujet souvenir, il y avait je ne sais plus combien d'actes d'ailleurs. Et donc, vous allez y retrouver eh bien, des textes de Annie Sedan, Edme de Havé, Karine Laure Desgain, Philippe d'Esterbeck, Laurence Collier, Jean-Jacques Manicourt, Micheline Bolland, est-ce que j'ai dit Ryan Zoski, Karine Laure Desgain, enfin bon voilà. Alors, à côté de cela, n'est-ce pas? Donc, je vous montre, hein, vous connaissez un peu cette formule, donc c'est la revue classique, hein, c'est pas le hors-série. Vous allez devoir plancher sur un nouveau hors-série qui sera en fait sur le genre de la littérature d'aventure. Et donc, le sujet va être lorsque l'aventure frappe à votre ou notre porte. Donc je vous mettrai un petit texte en particulier donc, sur le blog Aloïs pour vous expliquer tout ça, comment ça va se dérouler. Et en fait, les élèves donc, de 5e du collège Jean-Saline La Vésubie de Roquevilliers vont y participer donc activement comme pour le précédent hors-série. Donc au sommaire cette fois-ci. Nous avons Les oiseaux de pierre d'Annie Sedan, épilogue de Nicole Graciosi, l'ultime équation de moi, Le rêve du petit dragon de Vanessa Tona, Songe qui peut de Sylvain Michiel, ou Michiel, je ne sais pas, Les printemps de Benjamin Viam, Arctique fatal de Vardo Braque, Roule ma poule de Marie Lesage, Les Libérateurs d'Elisabeth Chancel, Eima de Sophie Villemain, Lican de France Delay, ou Delay, pardon, Sa mémoire pareille aux femmes incertaines de Christian Écloma, Le royaume alors, de Balthus et les chroniques de Balthus, contes et légendes de Laurent Dumortier, Haïku et Tanka au fil des jours de Micheline Bolland, La fille aux yeux bandés de Nicole Graciosi et enfin le hors-série donc des petits papiers de Chloé qui était sur le thème, je vous rappelle, fureur de lire, fureur d'écrire. Et donc là c'est Annie Sedan qui va vous en parler. Au niveau trailer, l'ultime équation, Comme des ombres de Gauthier Yarnaud, Quand tout s'aligne, Lican, Les Libérateurs, Tu sais, toi, Les 400 coups, Alternance d'ombres et lumières, en fait c'est une présentation de l'auteur. Et enfin, Les oiseaux de pierre. Alors, écoutez, je vous conseille de prendre un crayon, un papier et de noter vos titres préférés. Je suis certaine que vous ne serez pas déçus.
Eh bien, bonjour tout le monde. Après une année sabbatique, me revoici. Et je vais commencer par vous raconter le livre, enfin vous raconter. Euh, Ma première lecture, c'est le livre d'Annie Sedan, Les oiseaux de pierre. C'est le tome 3 de ses Chroniques de l'invisible. Alors, moi j'ai commencé par le tome 3, mais tout est bien compréhensible. On n'est pas obligé de commencer par le tome 1. Donc, voilà. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, tout d'abord, ce livre, Les oiseaux de pierre, c'est pas vraiment un livre, hein. C'est un portail. Parce qu'on ouvre le livre et directement, on est plongé dans un monde magique, féerique. Enfin, j'ai pas vraiment les mots pour tout vous expliquer. Mais je vais pas tout vous expliquer non plus, hein. Faut pas croire ça. Pourquoi est-ce que c'est magique? Eh bien, d'abord, les noms des lieux. On va à Majorcastel, à Grand Manoir, on traverse la forêt des Songes, on va dans le petit village de Trois-Échalotes, on va à Belle-Épine, on va à Fort-les-Forts. Tout ça, c'est des lieux magiques. Il n'y a pas que les lieux qui sont magiques, il y a les personnages aussi. Mais vous me direz l'histoire. Ben oui, il y a quand même une histoire, hein. Donc, en 2 mots, l'histoire. Eh bien, Angélie, une jeune marraine fée, est conviée au château de Grand Manoir, près de la reine des fées. Et là, qu'est-ce qu'elle apprend? Elle apprend que c'est elle qu'on a choisie pour protéger une nouvelle naissance. Bientôt, une efflorescence. Une efflorescence, c'est pas ce que vous croyez, hein. Je vois venir. Bientôt une efflorescence et Angélie est choisie pour protéger le fruit de cette efflorescence. Et comment s'appelle le fruit de cette efflorescence? Ça, je ne vous le dis pas maintenant non plus. Voilà. Et donc, c'est l'histoire. Et bien sûr, il y aura des enfermements, des kidnappings. D'un côté, il y a les bons, de l'autre côté, il y a les mauvais. Mais tout ça, c'est magie créée dans le livre, parce que je dois vous dire que Annie Sedan n'a pas écrit une histoire extraordinaire, enfin une chronique, des chroniques, mais elle utilise, elle magie crée les mots. Magie créer les mots. Oui, oui. Annie Sedan magie crée les mots. Alors là, en traversant tous ces villages, la forêt des songes, tout ça pendant les guerres magiques, eh bien, j'ai rencontré là des êtres extraordinaires. Déjà, la sénéchale Aldred, une enchanteresse niveau 4. 4, hein, je vous le dis. C'est une personne extraordinaire avec des boucles d'oreilles magie fabriquées. C'est pas comme les miennes, hein. Les boucles d'oreilles d'Aldred sont magie fabriquées. Alors, j'ai croisé un cheval tonnerre. J'ai croisé des dragons papillons. J'ai croisé des mages aussi, Artorius, entre ses poudres et ses élixirs. J'ai croisé Arcadius, attention, Arcadius, c'est pas vraiment un bon, hein. J'ai croisé une mage guerrière, Bodicia. Elle avait une chevelure de feu, franchement ça, une chevelure de feu. J'ai croisé aussi une Amazone, Namiris. Elle, c'est autre chose, elle avait des bracelets claniques. Pas comme le mien non plus, hein. Bracelet clanique. Alors, entre-temps, je devais boire quand même un verre soit d'Hippocrate, soit de Possé. À votre santé. C'est bien bon, d'ailleurs, je voudrais bien continuer, mais bon. Donc, j'ai aussi croisé Merlin et Athanasius. Et alors, une jolie petite elfe, comment est-ce qu'elle s'appelait déjà? Glawen. Elle savait magie créer des boules de feu. C'est formidable, ça. Magie créer des boules de feu. Ben, il fallait quand même bien ça, parce que parfois, on rencontre une bande de sans-âme. Ça, c'est des espèces de boules de boue magie créée par les mages noirs. Enfin, voilà. Donc, je vous invite à lire ce livre. Je vais vous lire quand même un extrait. Et peut-être, je vais vous dire quand même le nom de cette efflorescence, parce que voilà. Donc, d'une main sûre, la sénéchale, Aldred, sénéchale niveau enchanteresse niveau 4, hein, je vous en ai parlé, puisa des ingrédients dans chaque bol, qu'elle déposa au fur et à mesure dans la coupe en prononçant des incantations. La luminosité augmenta
et les flammes des magibougies tremblotèrent quand de petites billes de lumière s'en détachèrent pour plonger dans le bol et se mélanger aux poudres et cristaux. Aldred reprit ses incantations et une épaisse fumée s'éleva du bol. Comme plus rien ne se passait, Valérian, ah voilà, qui c'est Valérian? Valérian se pencha vers Glawen pour lui demander ce qu'ils attendaient. Eh bien, ce qu'ils attendaient, je ne le dirai pas. Pour le savoir, il faut lire le tome 3, Les oiseaux de pierre, qui fait partie des chroniques de l'invisible d'Annie Sedan. Et c'est quoi aussi les oiseaux de pierre? Eh bien, ça non plus, pour le savoir, il faut le lire. À votre santé. Eh bien, bonjour tout le monde. Je termine la lecture du dernier livre de Nicole Graciosi. Enfin, dernier, il y en aura encore beaucoup d'autres. Épilogue. Voilà. Alors, comme vous voyez, il y a sur la couverture, ce qui est une création de Anka de Heij, une artiste néerlandaise. Comme vous pouvez le constater, il y a 2 arbres verdoyants. Et alors un autre qui perd ses feuilles, mais ce sont des feuilles d'un ocre lumineux. Et je répète, lumineux. Voilà. Aux éditions Chloé Delis, bien sûr. Alors c'est un livre de 128 pages à mettre entre toutes les mains. Et je dirais même peut-être spécialement entre les mains des jeunes adultes pour provoquer quoi? Un peu d'empathie, je pense. Alors, Nicole Graciosi nous dit pendant pas mal de pages qu'elle déteste l'hiver de sa vie. Non, la grande faucheuse, quand, comment, pourquoi, où, elle n'en a rien à cirer. Elle ne sera pas cette petite vieille qui se promène toujours avec sa petite valise parce qu'elle est allée consulter une voyante qui lui avait promis une fin proche. Et voilà, donc au passage, elle égratigne pas mal les petits faits de la société. Par exemple, alors on les mange ces petites tartines. C'est aussi voyager avec l'auteur à travers les albums de famille. Elle raconte la finitude de ses grands-mères. Et ainsi, elle développe toutes des petites anecdotes familiales qui sont terriblement savoureuses. C'est aussi un petit voyage littéraire parce qu'on croise des citations de Woody Allen, de Marguerite Yourcenar, de Victor Hugo. Donc voilà, c'est un livre excessivement agréable à lire et au final, eh bien, vous devinez qu'elle aime l'hiver de sa vie. Et on parle aussi de transmission avec les petits-enfants, avec les enfants. Et tout ça, c'est très gai parce que c'est écrit sur un ton léger, presque humoristique. Donc voilà, un livre printanier, je vais dire. Voilà, printanier, à mettre entre toutes les mains. Et je vais vous lire 2 extraits, 2 courts extraits parce que bon, il ne faut pas tout raconter non plus. Alors, il y a l'hiver de sa vie personnelle, mais aussi l'hiver de l'autre. Je n'aime pas l'hiver de l'autre. Pendant 35 années, j'ai préparé le petit déjeuner. Et si tu le préparais, toi, maintenant, pendant 35 ans, après, je reprendrai les anciennes habitudes, qu'en dis-tu? L'autre veut bien. L'idée de vivre 35 années de plus doit lui convenir. Seulement voilà, le pauvre, souvent, il a un peu, non pas un peu, car chez lui tout est décuplé, il a très mal aux jambes, aux pouces, au cou, moi pas. Il a des vertiges, il a bien failli tomber, moi pas. Il est coincé par une sciatique ou un ongle incarné, moi pas. Vous voyez, c'est savoureux, tout le livre est comme ça en fait. Un autre extrait. Nous n'envisagerons plus d'aller aux Seychelles ou en Corée du Sud, non. Nous irons peut-être faire une thalasso au Touquet ou une cure à Saint-Amand-les-Eaux, ce n'est pas trop loin.
Ce n'est pas trop loin pour y aller, mais ce n'est pas trop loin pour revenir pour retrouver notre cher docteur, pour vivre non loin de l'hôpital, pour de nouveau nous empêtrer dans nos habitudes. Il faut bien avoir des projets, entend-on ça et là. On se rend bien vite compte que leur importance est inversement proportionnelle à notre âge. Voilà. Je ne lirai pas d'O1 si je vais quand même vous lire un autre extrait parce que je l'ai beaucoup aimé aussi celui-là. Je suis une mamie. Non, je suis une môme. Car c'est ainsi que m'ont baptisé mes petits-enfants. Plus difficile à prononcer, moi, très vieille frange, j'avais proposé grand-mère. Mais môme, c'est tellement plus mignon. Oui, bien sûr, et j'adore. La première fois que j'ai écrit ce mot sur mon ordinateur, il s'est décoré de petits tirets rouges. Curieuse de ce qu'il pourrait bien me proposer, j'ai cliqué sur le mot et sais-tu ce que j'ai découvert? Ce stupide appareil suggérait momie. Une réflexion s'imposait. Pour mes enfants, je suis mam, pour mes petits-enfants, je suis môme. Et je ne peux empêcher la môme que je suis devenue de penser à tout ce que représente ce petit morceau du A qui, supprimé, devient le O. Quelle précision! Voilà. Épilogue de Nicole Graciosi. Bonne lecture. Bonjour, je vous présente mon dernier livre, Alternance d'ombre et de lumière, dont voici la première de couverture. Que dire de ce livre? Tout d'abord qu'il se situe autour des années 2000, plus ou moins, période où l'implantation de l'informatique dans les sociétés était encore balbutiante. Marielle, employée d'un grand magasin, se débat depuis fort longtemps entre son enfance malheureuse et son autonomie actuelle pour laquelle elle a dû couper tous les ponts, hormis une seule amie. Et cela l'a rendue un peu dure. Et puis, dès le début de l'histoire, elle devra retourner malgré tout vers son père et donc vers ses lieux de l'enfance qu'elle détestait. Ce sera dur pour elle. Et puis, les aléas de la vie et un malheureux accident feront en sorte qu'elle traverse une période sombre, douloureuse. Mais au cours de cette période, elle fera des rencontres, bonnes ou mauvaises, selon. Et puis, grâce à de la ressource, de l'aide, elle traversera une période beaucoup plus lumineuse, plus facile. Et enfin, elle s'ouvrira aux autres, apprendra à s'accepter. Trouvera-t-elle cependant l'amour? Aura-t-elle l'audace de s'installer là où elle avait juré ne plus jamais retourner? À voir. Bonne lecture.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'ultime équation de Christine Brunet. Alors, j'ai dévoré ce livre, happé dès la première page par un thriller d'une densité incroyable qui ne manque ni d'aventure, ni de rebondissement, ni d'action. Écrit il y a longtemps, ce roman fait partie du socle à l'origine de toute l'œuvre de Christine Brunet, dont l'écriture nerveuse et efficace fait ici à nouveau merveille. Fin 1979, une rencontre fatale entre un rafale et un objet non identifié laisse au GEPA un amas de métal fondu. Le docteur Valéris, une jeune cybernéticienne ultra douée, est chargée d'en analyser les composants. Et si la couverture du site est assurée par le général Duriez, toute l'opération est supervisée par la puissante Research and Intelligence Agency, l'entité dont les motivations éveillent rapidement la méfiance d'Alexandra Valéris. Décidée à lui soustraire ses découvertes, elle lui offre un os à ronger tout en préparant sa propre exfiltration. Peu de temps après, elle se réveille dans la jungle, en compagnie d'autres scientifiques, aux mains de mercenaires brutaux et sadiques. Et ce n'est que le début. Ce qu'on aime chez Alexandra Valéris, c'est sa solidité tant physique que psychologique, sa capacité d'adaptation hors norme et sa grande intelligence, toutes caractéristiques communes aux héroïnes de Christine Brunet. Ce qu'on aime dans cette histoire, c'est la tension provoquée par la menace constante que représente la RIA. Ce sont les rebondissements, l'enchaînement d'événements menant à des situations toujours plus dangereuses, qui nous font d'autant mieux apprécier les rares personnages dignes de confiance qui croisent la route de notre héroïne. Enfin... L'ultime équation, c'est 321 pages de lecture à 100 à l'heure. C'est 321 pages qu'on n'a pas envie de lâcher avant d'en avoir dévoré le dernier mot. C'est là que je vous annonce, aussi frustré qu'enthousiaste, que ce livre est également le premier d'un triptyque. Frustré à cause des 3 petits points à la fin du tome, et enthousiaste parce que ces 3 petits points annoncent aussi que l'aventure ne fait que commencer. Un coup de cœur, vous l'aurez compris, et une très grande impatience de découvrir la suite. Alors, accrochez vos ceintures et bonne lecture! Je vais vous présenter un livre atypique. Voilà, c'est un livre pour enfants qui s'appelle Le rêve du petit dragon, qui est signé Vanessa Tona. Donc, je vais vous la 4e de couverture. Drago est un dragon qui vit avec sa famille à la cime des arbres. Il est le dernier né d'une fratrie d'as de la voltige. Et pourtant, Drago ne vole pas, il est différent, il n'a pas d'aile. Malgré tout, ce petit dragon rêve de voler. Il se met alors en route pour trouver quelqu'un qui l'aidera à réaliser son rêve. Avant de vous en parler, j'aimerais vous montrer un petit peu, voilà, les dessins, pour vous montrer un peu la qualité, en fait, des illustrations. Voilà. Alors, franchement, Le rêve du petit dragon, c'est un superbe livre illustré. Donc, attention des enfants, on va dire jusqu'à
5-6 ans maxi. Donc il y a des superbes dessins qui invitent franchement à la rêverie et à la lecture. Donc c'est l'histoire d'un petit dragon, dragounet pour les intimes, qui n'est pas comme les autres, il n'a pas d'aile, et puis donc c'est injuste pour lui passe. Mais Dragounet ne baisse pas les bras et il va chercher des solutions. En chemin, il va trouver l'amour. Mais oui, cet ouvrage est très bien écrit, tout en donnant une vraie leçon de pugnacité, on va dire. Il amène l'enfant dans un monde tout doux, où l'entraide et la gentillesse sont les solutions. Si j'avais eu ce livre lorsque mon fils était encore enfant, je le lui aurais sûrement acheté et raconté, et je suis aussi certaine qu'il aurait adoré, comme il avait adoré l'ouvrage Bidou de Fralien dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'était un autre ouvrage donc publié aux éditions Chloé Délices. Donc c'était également un petit dragon espiègle, il y arrivait tout plein de choses. Donc grands-parents, parents, surtout n'hésitez pas à partager avec votre ou vos enfants, petits-enfants, les aventures de ce super dragounet et de ses amis. Un coup de cœur. On ne choisit pas la famille dans laquelle on est. On apprend à y survivre ou à s'y noyer. Il y avait de lourds silences, des regards qu'on évitait et des blessures qui ne cicatrisaient pas. Pourtant, derrière ces portes, une femme s'est tenue debout. Une mère, digne, malgré tout. Et un fils qui encaisse, qui cherche une issue, qui cherche son salut. Certains jours vous condamnent, et d'autres où tout bascule. Où l'on cesse de se taire et où l'on fait face, quitte à ce que ce soit le dernier. Aujourd'hui, dans cette chronique vidéo, je vais vous parler de Songe qui peut. Songe qui peut de Sylvain Michiel. Paru en 2024 aux éditions Chloé Délices, ce recueil de poésie a été une très belle découverte pour moi. N'ayant pas l'habitude de lire de la poésie, ce court recueil m'a sorti de ma zone de confort, mais j'ai adoré. Dans l'idée générale qu'on a, la poésie est très souvent fermée à une élite, un peu une classe sociale, sauf que ce roman peut être lu par tout le monde et pour tout le monde. Donc du coup, ce roman Songe qui peut est un recueil de poèmes qui est très accessible, abordant de façon poétique les 1001 petites pensées que l'on peut avoir lorsque l'on voyage, mais aussi les réflexions qui vont avec. Centré sur le thème de l'île et de la mer, Sylvain Michiel amène une plume très agréable et le texte nous emmène à la dérive sur un océan de mots et de pensées dans un cadre paradisiaque, exotique et reposant. Ce recueil nous invite au voyage
à travers des thèmes tels que la mer, le vent, l'insularité, mais pas que. Il nous questionne sur notre rapport à la mort, à la vie et aux rencontres que l'on a avec les autres. Donc du coup, ce recueil est divisé en 2 grandes parties qui sont totalement inégales. La première partie est sur une île. C'est une suite de poèmes plutôt courts. Les thèmes sont donnés par les titres qui en donnent le ton ou l'inspiration. Et la deuxième partie est Nos regards suspendus. Dans cette deuxième partie, elle est très clairement différente de la première partie. Et dans cette partie, il y a 5 textes de suite. Et ces 5 textes forment une sorte d'histoire où on a un début, une histoire brève et une fin. Dans cette deuxième partie, c'est l'histoire d'une rencontre. On vit ou ressent cette rencontre. Moi, je l'ai lu comme si c'était une rencontre physique, une rencontre qui ne peut être physique, justement, et qui est comme si 2 âmes étaient en train de parler l'une avec l'autre. Et donc du coup, c'est comme ça que je l'ai perçu moi, mais après ça peut être perçu de différentes façons en fonction de la personne ou du lecteur derrière le livre. C'est une partie qui est vraiment très poétique et que j'ai appréciée de bout en bout. Pour finir cette chronique vidéo, je dirais que l'auteur a réussi à me faire voyager à ses côtés le temps d'une courte lecture, comme vous pouvez le voir. Comme s'il m'avait emporté dans un voyage qu'il a effectué au tout début de l'année 2018 entre Tenerife et l'Agora, au moment de l'écriture de ce recueil. J'espère vous avoir donné envie de lire ce recueil de poèmes grâce à ma chronique, et moi j'ai passé un excellent moment de lecture. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, un livre petit format. On le transporte facilement, on le glisse dans son sac. C'est tout facile, tout simple. Les printemps de Benjamin Williams. Voilà, de jolies pâquerettes sur la couverture parce que c'est bientôt le printemps. J'aurais voulu vous emmener dans le parc derrière chez moi, mais il pleut donc c'est pas vraiment recommandé. Donc voilà, Les printemps de Benjamin Williams, c'est un livre écrit à la première personne et l'auteur s'interroge tout au cours d'une journée. En fait, le livre commence à 1h42 et quelques heures plus tard, l'auteur monte dans sa voiture et se dirige vers la gare de Gembloux, là, qui est numéro 5. Assis sur un banc, il revoit son grand-père, dans son imaginaire, bien sûr. Et le grand-père est décédé et l'auteur aimait beaucoup son grand-père. Page 27, il dit quelque chose de très très beau. Les gens vivent et les trains passent, depuis toujours. Je m'approche de lui, il m'aperçoit et me sourit. Et là il écrit. Je me pose sur sa joue et il laisse un baiser. Je répète, je me pose sur sa joue et j'y laisse un baiser. J'ai trouvé cette phrase excessivement belle et vous verrez que tout le livre, toute l'essence du livre est condensée là dans cette phrase parce que c'est un livre écrit tout en douceur, en délicatesse et plein d'humanité. Donc vous devinez que le grand-père et le petit-fils vont dialoguer tout au cours de la journée. De temps en temps, on va chercher un paquet de frites et une bonne bière, mais bon, voilà, ça fait plaisir. Et ils vont parler du sens de la vie d'avant, de celle d'aujourd'hui. Donc l'auteur dit qu'aujourd'hui, il faut tout le temps bosser pour surconsommer, et que lui, il aimerait autant rester dans sa cuisine, faire danser sa femme, sa fille, écouter de la musique. Donc voilà, on parle de la guerre, des infos anxiogènes, beaucoup de la famille, du travail, de la politique. La famille, oui, j'ai oublié de vous dire, l'auteur dédie le roman à sa maman, donc c'est pour vous dire. Et puis, page 88,
on y est déjà parce que bon, il dialogue beaucoup, mais je ne vais pas tout vous raconter non plus. Page 88, là, le grand-père interroge le petit-fils et lui pose cette question. Si tu pouvais inventer le monde, qu'en ferais-tu? Et donc voilà, je ne vais pas plus m'étendre sur le sujet. Je vais vous poser à vous aussi cette question. Si vous pouviez inventer le monde, qu'en feriez-vous? Voilà, Benjamin Williams, Les Printemps, et bonne lecture. Merci. Mon livre lu aujourd'hui pour vous, c'est Arctique Fatal de Vardo Brack. Alors c'est un polaire pratiquement, puisque ça se passe dans un petit bourg norvégien, sur une presqu'île rocheuse, assez isolée d'après ce qu'on comprend. Donc il y a une usine où on traite le poisson, il y a des Samis, donc qui sont les populations autochtones de la Scandinavie, du nord de la Scandinavie, que nous on associe aux Lapons, mais bon, ils n'aiment pas être appelés Lapons, ils aiment mieux être appelés des Samis. Donc il y a les Samis qui élèvent des rennes, il y a aussi les Samis qui ont des magasins de souvenirs parce que les touristes sont plus intéressés par les Samis que par les Norvégiens. Et dans ce petit monde qui est bien décrit, il y a la neige, il fait froid, c'est quand même assez... il n'y a pas une végétation fabuleuse puisqu'on est en hiver et que c'est très rocheux. Par contre, la mer est très présente, la neige bien sûr est très présente aussi. Et puis toutes ces jolies maisons qu'on a tous bien en tête parce qu'on voit quand même parfois les séries scandinaves que nous aimons bien avec les maisons colorées sur le fond de neige ou d'herbes rases. Voilà le décor. Nous avons une enquêtrice locale qui ne sait pas encore qu'elle va enquêter au début, qui est revenue dans son village natal après une rupture amoureuse. Elle se dit qu'au chaud dans son village, elle va se retrouver tranquille. Mal lui en prend parce que il va tout de suite y avoir une série de crimes assez abominables et très variés. Je vous mets pour une mise en bouche le premier, on retrouve une tête coupée, accrochée dans le séchoir aux morues, au milieu de toutes les têtes de poissons. Donc c'est assez troublant pour commencer, et la voilà lancée. Alors et là, il y a un jeune homme qui vient l'aider quand même, Olaf Breck, qui est le lieutenant. Et puis il y a un jeune homme qui est un petit génie dans la cybernétique, donc qui l'aide également.
Et voilà, il y a une enquête parce que les meurtres se suivent, ne se ressemblent pas. Les assassins, c'est un peu pareil, ils se suivent et ne se ressemblent pas. Et l'enquête est menée tambour battant, on prend des bateaux, on prend des motoneiges. Enfin, bien que ce soit dans la neige, on n'a pas le temps de se refroidir, ça court beaucoup. Et voilà, si vous aimez les polars, si vous aimez l'ambiance scandinave, et aussi découvrir un petit peu les interactions avec les Samis et les gens du coin au niveau de la politique. Et, alors, les suspects sont nombreux, il y a de toutes les nationalités, toutes les couleurs et tous les genres. Voilà, ce n'est vraiment pas banal. Et bon, je vous représente le livre, voilà, Arctique Fatal de Vardo Brac, aux éditions Chloé Delis, encore sorti tout chaud malgré la neige. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter Roule ma poule, un titre qui cache bien derrière ce ton amusant un livre empreint d'émotion. Et s'il recèle un caractère biographique indéniable, il est de ceux qui nous invitent avec pudeur à plonger dans les souvenirs choisis de l'auteur. L'auteur, c'est Marie Lesage, et qui mieux qu'elle pour se présenter? Je suis une vieille poule, celle qu'on garde pour les bouillons. Parce qu'ici, on n'aime pas gaspiller la nourriture, et que malgré sa chair dure et sèche, elle lui donne un velouté incomparable. Dans cet ouvrage, Marie Lesage alterne les souvenirs pour emmener le lecteur sur les traces de sa famille, son enfance, ses racines ardennaises, ses voyages, mais aussi son expérience face au déclin de sa mère. Une femme aimante, mais un produit de son époque à l'éducation stricte, dont elle n'a jamais vraiment été proche. L'émotion, cependant, ne s'en présente pas moins à fleur de plume. Une plume souvent légère, mais qui a du caractère. Une plume que l'on suit avec plaisir dans ses descriptions imagées, parfois poétiques, que l'on sent ancrée dans son terroir, mais inspirée par ses voyages, qui se fait violente devant la peur de la vieillesse et son cortège de souffrances, une plume qui a vaincu la dyslexie pour finalement nous offrir un texte dont la sincérité ne peut que plaire. Alors, roule ma poule et bonne lecture à tous.
Lorsqu'un nouveau roman policier paraît aux éditions Chloé Délices, forcément, je saute dessus pour le découvrir et pour vous le faire découvrir. Et là, eh bien, je vais vous faire découvrir Les Libérateurs d'Elisabeth Chancel. Pour vous donner un avant-goût, eh bien, je vais vous lire la 4e de couverture. Ça vous donnera déjà peut-être envie de le découvrir, avant de comprendre un petit peu ce que j'en ai retenu. Dans le pays de Brocéliande, les mois règnent. Des témoins affirment avoir aperçu d'authentiques druides se mêler aux ombres des ormes majestueux. Lorsqu'un meurtre a lieu, la tranquillité des Brétiliens est définitivement rompue. Au début, le gendarme Maxence Lamier ne réalise pas l'ampleur de cette enquête qui le conduira à douter de tous et de tout, y compris de l'amour. Alors, dites-moi, est-ce que pour se libérer, il ne serait pas simple, tout simplement, de tuer, un autre être humain, on se libère de ses tourments et on passe à autre chose. Au cœur de la forêt de Brocéliande, il y a des silhouettes blanches de druides qui sèment la terreur et la mort. Des cadavres refont surface entre dolmens, miroirs aux fées et endroits mythiques, propices en fait à la rêverie et au cauchemar qui en fait sont cette espèce de background en fait du bouquin. Deux enquêteurs en fait reprennent l'affaire par deux bouts différents. Ils se percutent, s'affrontent, se découvrent. Mais en fait, qui tire les ficelles? Pourquoi? On suit en fait des pistes vraies, fausses, on subodore, on attend avant de comprendre lorsque le voile se déchire, qu'on arrive non pas sur de l'impensable ou de l'inévitable, mais plutôt sur une réalité, une vérité plus vieille que le monde, laquelle, eh bien, je vous invite à lire ce roman pour la découvrir. Alors, bonjour à tous. Je viens de terminer la lecture de Ayma, A-Y-M-A, de Sophie Vuillemin aux éditions Chloé Délices, dans la collection. Ça ne s'invente pas. J'ai été séduite par ce livre et surtout par l'écriture de Sophie Vuillemin. J'avais déjà lu de cet auteur-là. C'est quoi ton stage? Voici déjà petite dizaine d'années, je pense. Et je n'avais plus jamais lu Sophie Vuillemin. Et voilà que j'ai entre les mains Ayma. Alors, l'histoire. Emma, E2MA, est aux États-Unis depuis plus ou moins 5 ans. Là, elle s'est mariée avec Ryan. Elle est photographe. Pour le moment, elle est un peu en questionnement parce que c'est compliqué. Le couple essaie d'avoir un enfant et ça ne vient pas. Donc, Emma se questionne. Est-ce qu'elle a vraiment envie d'avoir un enfant? Point d'interrogation. Donc voilà, elle est un petit peu démoralisée et c'est à ce moment-là qu'elle reçoit un message de sa maman. Le papa n'est pas trop en forme. Donc Emma, illico, elle n'hésite pas, elle fait sa valoche, zou, direction la France, Nantes. Ses parents sont viticulteurs à Nantes. Et voilà, Emma retrouve le cocon familial, je vais dire, et sa jeune sœur Louise, qui était elle à Paris, revient aussi au domaine familial. Les parents sont viticulteurs. Le papa est hospitalisé, donc tout ce petit monde-là essaye de mener à bien l'entreprise familiale. Et on parle muscadet, on parle chai, on parle vigne, voilà. Alors, il faut savoir que c'est une fratrie de 3 enfants. Donc Emma, sa sœur cadette Louise, et il y avait Théo, le frère aîné, qui est disparu voici 5 ans. Qu'est-il devenu? On ne le sait pas. Alors voilà, l'histoire, somme toute, je ne vais pas dire qu'elle est banale, loin de là, mais voilà, c'est une histoire de famille.
Mais ce que j'ai aimé dans le livre, c'est pas tant l'histoire, c'est l'écriture de Sophie Vuillemin. C'est une écriture à la fois légère et naturelle. Donc on comprend dès le départ qu'il y a une blessure dans la famille, que c'est la disparition d'un enfant, de Théo, et cette disparition est distillée, les détails de cette disparition sont distillés petit à petit dans le récit, ce qui fait qu'on a envie de tourner les pages. Donc ça, déjà, un bon point pour l'auteur. Donc c'est une écriture légère, naturelle. Les sentiments des personnages sont décrits d'une façon subtile et admirable. Le papa qui a tendance à avoir l'air bourru, on se rend compte que non, que voilà. La maman, elle essaye d'être bienveillante malgré tout ça, elle essaye de cacher sa peine, la peine parce qu'elle ne voit plus son fils, et elle ne sait pas ce qu'il est devenu. Donc voilà, tout ça c'est attachant, c'est triste, mais Sophie Vuillemin n'en fait pas une histoire triste, il n'y a aucun pathos. Et c'est une écriture avec beaucoup de détails qui m'a fait penser tout de suite à l'écriture de Leila Slimani, une auteure française, d'origine marocaine je crois, goncourtisée en 2016 pour Chansons douces. Donc ce n'est pas rien, encore un bon point pour Sophie Vuillemin. Alors, voilà, j'ai quand même quelques questions, au moins deux. Emma, E2MA, et le titre c'est Aïma, A-Y-M-A. Pourquoi? Seconde question, Théo qui avait disparu il y a 5 ans, est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il ne va pas revenir? Ça je ne vais pas vous lire non plus. Et je vais vous lire un extrait de ce livre, donc page 109. Le soleil me prend doucement par la main. Une brise légère frémit, comme une promesse. L'herbe a poussé entre les rangées, freinant le ravinement et enrichissant le sol. Le désherbage d'un rang sur deux a commencé, donnant l'impression d'un paysage rayé de brun vert. Mes pieds connaissent le chemin par cœur. De la terre monte une odeur douceâtre. Petite, je tentais de capturer ce mélange de feuilles, de vent et de sève dans une gourde en plastique. Je la hissais entre les pieds de vigne, à 2 mains au-dessus de ma tête, et vite plaquais le bouchon. Le soir, Louise me rejoignait dans ma chambre. J'entends encore le chuintement de succion de son pouce. Avec d'infinies précautions, nous ouvrions le précieux contenant. Front collé au-dessus du goulot, nous froncions désespérément les narines. « Ça sent rien du tout, » regrettait Louise. « Si, un peu, quand je penche la bouteille, non ?» Elle hésitait, oui, peut-être. Nous serions forcés de recommencer l'expérience. La sève monte sous les bourgeons. Les feuilles éclatent sous la pression comme des grains de pop-corn. Je mitraille l'éclosion verte et blanche. Ces dernières semaines, mon profil Instagram a des allures de catalogue viticole. Voilà, une bonne lecture de Aïma, A-Y-M-A. Connaissez-vous des légendes de l'Antiquité? Vous savez, le genre de mythologie fantastique à laquelle personne ne croit plus et qui sont tombées dans l'oubli depuis longtemps. Pourtant, certaines de ces histoires sont tirées de faits réels. Elles peuvent s'entremêler entre elles et sont souvent enjolivées ou extrapolées au fil du temps. Quelques-unes servent de morale, d'autres sont malheureusement utilisées pour manipuler les personnes peu instruites. Mais avez-vous déjà entendu parler du mythe grec évoquant un roi déchu par le grand Zeus? Vous me direz, il y a tant de récits de ce genre, et puis ce sont toutes des histoires anciennes d'un monde révolu. Cependant, cette légende a perduré au fil des siècles jusqu'à aujourd'hui. Que diriez-vous si je vous affirmais que le roi dont je vous parle est toujours parmi nous, vivant et traversant les âges? Vous ne me croyez pas? Et pourtant, je vous invite à aller à sa rencontre et à vivre, au travers de ses yeux d'être surnaturel, une aventure de notre temps. Un conseil. Gardez l'esprit ouvert et restez vigilants.
Quelle belle nuit! La lune rayonne sur les nuages blancs, donnant au ciel l'allure d'un tableau de maître impressionniste. Une belle toile noire, nettement découpée par des formes abstraites. L'air frais et doux caresse ma fourrure, l'herbe touffue s'incruste entre mes griffes, l'odeur âcre des feuilles mortes en décomposition chatouille ma truffe. Je profiterai de ces moments bucoliques plus tard, car ma victime ne m'attend pas. Ce cher père Robert court dans tous les sens, complètement déboussolé. Il manque à chaque pas de tomber à plat ventre. Sa longue soutane noire lui emmêle les pieds. Cela m'ennuie. Je pensais faire une belle course. Je suis déçu. Il trébuche sur une racine, tombe le corps en avant et se cogne la tête contre le tronc d'un vieux chêne avant de s'aplatir de tout son long dans un lit de feuilles mortes. Groggy, il se relève avec difficulté. Le clair de lune qui traverse les feuilles des arbres fait luire son crâne presque chauve et rouge. Son visage est ruisselant de sueur et un filet de sang coule de son petit nez. Il pue la peur. De son regard apeuré, il essaye de déceler ma présence dans l'ombre. Ses fines lèvres prises de convulsions ne facilitent pas son élocution. « Va-t'en, sale bête !» fait-il d'une voix forte. Espère-t-il me dissuader d'attaquer ? Comme si j'étais un chien errant. Mon plaisir se décuple lorsque je vois son visage se déformer d'horreur à l'écoute de ma réponse. « Bonsoir, mon père. » Ses yeux bleus, de plus en plus écarquillés, Robert se signe et gémit. « Mon Dieu, qu'est-ce que... cette chose ?» « Un guide qui va t'aider à rejoindre ton seigneur. » Mes mots le font bondir sur ses jambes, ce qui m'amuse, vu son grand âge et son embonpoint. « Non, non ! Pitié, je ne veux pas mourir !» hurle-t-il en reprenant sa course inutile. J'en ai assez de jouer au chat et à la souris. Je veux en finir au plus vite. Comme tous les autres, le prêtre se dirige vers la lumière, pensant y être en sécurité. Je le dépasse avec discrétion et aisance avant qu'il n'atteigne la clairière et me tapis derrière un buisson pour l'attendre. Je le surprends au dernier moment en lui sautant au cou, plantant mes crocs dans sa gorge, lui lacérant les cordes vocales. Son sang chaud inonde ma gueule. Je prends soin d'éviter d'écraser mon museau contre sa chair, au risque de m'étouffer. Je plaque ensuite ma proie au sol de tout mon poids, l'empêchant d'utiliser ses mains pour m'étrangler. Toute une technique, apprise seule, par instinct. Tandis que j'égorge ma victime, je me remémore ses premières fois, devant m'habituer à courir non pas sur 2 mais 4 membres, à utiliser ma gueule au lieu de mes mains. Trouver les points faibles de mes proies avant de les attaquer afin de les tuer rapidement et sans bavure. Je ne suis pas né loup mais bien humain, il y a tellement longtemps. Alors, je voulais vous parler de Lycan. Eh bien, c'est un roman de France Delay. France, c'est notre infographiste maison. Les anciens la connaissent, les nouveaux peut-être un peu moins. Et elle a écrit une BD qui s'appelle Bidou, qui était à destination d'enfants. Et la voici qui revient avec cet ouvrage. Donc, je vous redonne en fait la couve. Et je vais vous lire la 4e de couverture. J'ai pas eu envie de vous lire un extrait, mais plutôt la 4e pour donner l'ambiance même du texte. Sandman. C'est le nom donné au tueur d'enfants qui sème la terreur aux abords de la forêt noire en Allemagne. Je le traque depuis plusieurs jours. Une fois débusqué, je lui réglerai son compte sans état d'âme. Je me nomme aujourd'hui Lucas Bruckner, je ne suis ni flic, ni enquêteur, et je n'agis pas par esprit de vengeance. Je pourchasse simplement ceux qui méritent de tomber sous mes crocs. Mais cette fois, ma proie est perfide, animée de pulsions obscures effrayantes, et la tournure des événements risque de me dévoiler au grand jour. Mon véritable nom ? Lycan, roi déchu d'un peuple depuis longtemps, disparu.
Hein, ça donne envie. Hein. Donc, je vais un petit peu vous parler de ce bouquin. En fait, Lycan, c'est un roman atypique parce qu'il nous propulse au cœur d'une âme tourmentée, immortelle, enfin, ou presque. Hein. Tiraillée entre le bien et le mal, c'est une âme qui est attachante, originale et unique, d'apparence si normale, mais d'essence non pas divine, hein, bien sûr, mais on va dire magique. D'ailleurs, connaissiez-vous la légende attachée à cet être hors norme avant d'avoir vu le trailer de France? Moi, en fait, pas vraiment. Lorsque cet être est confronté à la mort d'enfant, à l'émergence d'un esprit parfaitement mauvais et perverti, eh bien la chasse est ouverte, sanglante, haletante, sans merci. Les personnages peints à grands traits par France sont attachants, étonnants, détonnants, à l'image de Cassandra, ou mieux, de Fenrir, ce fantôme turbulent qui vit aux côtés de Lycan, qui répond, lui, comme vous avez vu en quatrième de couverture, au prénom de Lucas sur sa forme humaine. Alors le lecteur est surpris par cet aller-retour permanent entre vie normale et vie lycanthropique, on va dire, même si en fait la conscience reste la même. On tourne les pages, on se demande qui, du loup ou de l'assassin, aura le dernier mot et restera en vie. Chausse-trappe, machination habile, on a peur pour notre Lycan, sorte de, on va dire, allez, super-héros à la recherche de la rédemption. Un vrai coup de cœur. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Christian et Cloma, ta mémoire pareille aux fables incertaines. J'avais depuis un certain temps ce livre-là dans la bibliothèque, mais je ne sais pas pourquoi. Je l'avais commencé une fois, je n'avais pas continué, je ne sais pas, prise par le temps, voilà, le temps justement. Alors en quatrième, deux destins étrangement semblables, séparés par un insondable gouffre spatio-temporel. Un gouffre spatio-temporel. C'est de la science-fiction. La couverture, elle interpelle quand même, parce que science-fiction, un vaisseau, une planète, deux colonnes, un bateau, un gouffre spatio-temporel. On attaque. Alors c'est tout à fait passionnant, je vous dis, j'ai été vraiment happée par ces 277 pages. Alors, l'histoire commence, enfin le livre commence. Nous sommes un peu moins dans les années 2050, une famille, la famille Kernavek, le couple et les trois enfants. La fille aînée s'appelle Anaïs. Ils sont dans un vaisseau spatial en route pour Uranus. Ils viennent d'Atlantis. Donc voilà. Le voyage est tellement long qu'ils ont subi une hibernation. Là, on s'éveille et le papa, pour rassurer les enfants, il commence à s'agiter. Il raconte un peu la vie sur Uranus, que la gravitation sera différente, on sera plus léger, la végétation sera bleue, parfois la végétation sera hostile. Donc voilà, Kernavek vers Uranus. Alors il faut savoir aussi que là-bas, il y a des carrières d'iridium. Et qui est-ce qui extrait l'iridium? Eh bien, ce sont les prisonniers qui viennent d'Atlantis. Donc, sur Atlantis, si vous parlez un peu trop fort, zou, direct Uranus. Ça va très vite, hein, à ce moment-là. Donc voilà, ça c'est la famille Kernavek. Et plusieurs centaines d'années avant ça, on suit la famille Ledoux. La famille Ledoux, le couple et les trois enfants. La fille aînée, Camille.
Donc eux sont sur un bateau, ils viennent d'Algérie, ce sont des Français, et ils vont vers la Nouvelle-Calédonie. Donc c'était un long voyage à l'époque, hein, donc voilà. Et donc là aussi, le papa travaillera dans une unité pénitentiaire, une ferme pénitentiaire, comme le papa Kernavec. Donc on va suivre ces deux familles-là, surtout les filles aînées, Anaïs sur Uranos et Camille en Nouvelle-Calédonie. On va suivre leurs histoires d'amour qui auront énormément de similitudes dans leur choix. Et aussi, elles vont vivre des événements dans leur vie amoureuse identiques et des événements aussi historiques. Donc voilà, deux familles, Kernavec et la famille Ledoux. Et puis voilà, boum, là, nous revenons à notre époque. Et Lucien Jouvenceau, en France, nous sommes en France là, se dirige vers un guérisseur, un devin guérisseur, avec quoi? Les photos de son arrière-grand-mère. Et qui est son arrière-grand-mère? Devinez. Eh bien, c'est Camille Ledoux. Donc, la jeune fille qui allait vivre en Nouvelle-Calédonie. Là, le guérisseur devin, voilà, voyant, explique à Lucien Jouvenceau que le passé, le présent et l'avenir peuvent se confondre et qu'ils sont accessibles. Ils sont, comment je vais dire, condensés dans une autre dimension, dans un lieu qui s'appellerait les Annales akashiques. Et que ce lieu peuvent y accéder les gens qui ont ce pouvoir-là. Donc ça, c'est un. Donc voilà, le guérisseur explique tout ça. Que aussi notre avenir dépend de nos actions et de nos décisions, et que suivant nos actions et de nos décisions, l'avenir peut changer. C'est comme si on avait un GPS devant nous. Enfin, moi, j'ai imaginé ça comme ça. On avait un GPS devant nous et que suivant ce qu'on décidait, forcément, notre avenir va dans tel sens. Et alors, il y a encore un gros point d'interrogation, et ça fait aussi partie du livre, mais je ne peux pas tout spoiler. Donc, c'est un livre tout à fait passionnant. Il sera question de la vie après la mort, des annales akashiques, les mémoires transgénérationnelles, etc., etc. Je vais vous lire un petit extrait. Le thérapeute s'approcha, une seringue à la main. Oui, il faut savoir que dans les sous-sols de ce guérisseur-là, expérimente un savant fou. Et donc, il y a un laboratoire. Et là, notre Lucien Jouvenceau se retrouve dans le laboratoire. Le thérapeute s'approcha, une seringue à la main. S'asseyant sur le bord de la couchette, il lui prit son bras qu'il maintint en appui contre sa cuisse. « Vous pouvez encore renoncer, monsieur Jouvenceau. Personne ne vous en voudra, croyez-moi. Êtes-vous absolument certain de vouloir poursuivre cette expérience ?»« Oui, oui, mentit Lucien, au point où nous en sommes. »« Comment ça? Il n'est pas encore trop tard, vous savez. Même après votre intraveineuse, il vous sera encore permis de changer d'avis. »« Non, non, allez-y. » Il sentit la piqûre et la légère brûlure produite par le liquide qui lui était progressivement injecté. Une substance destinée à amoindrir les défenses de son subconscient, lui avait-on dit. Puis Jean Vitob défit le garrot et lui allongea le bras le long du corps. « Vous allez fermer les yeux, monsieur Jouvenceau. Je vous compterai ensuite jusqu'à 10. À 10, vous commencerez à vivre la vie de quelqu'un d'autre. D'un autre vous-même, en fait. » Il se mit debout et se pencha sur son patient. 1, 2, 3 et 4. Et là, vous allez savoir ce qu'est le gouffre interdimensionnel. Voilà, merci.
Balthus de Laurent Dumortier. Je suis certaine que vous connaissez tous désormais, hein. Donc vous connaissez le triptyque. Eh bien, il y a un petit quatrième qui vient de sortir qui s'appelle Contes et légendes. Alors, pour ceux qui me connaissent et qui ont déjà vu mes chroniques, en fait, ils savent que j'avais déjà dévoré le triptyque et je me demandais ce que ce quatrième opus, eh bien, pourrait apporter à cet univers héroïque fantasy qui est déjà bien bouclé, hein. Alors donc, il y a bien marqué Contes et légendes, ça c'est un sous-titre et il y a de quoi me faire saliver parce que j'adore en fait les contes. J'ai une petite âme d'enfant là. Alors si comme toujours le livre est ultra court, 137 pages, chaque histoire, chaque légende nous entraîne toujours plus loin, toujours plus profondément dans une réalité parallèle ou un monde donc où des hommes mi-hommes, mi-fourmis d'une force colossale côtoient dragons et sorciers. On retourne sur la route de Fale, on découvre des villes étranges, on écoute en fait des histoires de créatures féeriques. Contes et légendes se lit vite, mais il assoit un peu plus en fait cet univers qui a vu naître Guaramon et Balthus et donne envie, pour qui n'aurait pas lu en fait les 3 premiers tomes, les 3 premiers ouvrages, eh bien de s'y plonger à pieds joints. Alors n'hésitez pas, j'ai adoré ce 4e tome en espérant qu'il y en ait un 5e. Donc pour vous faire un petit peu découvrir cet univers, je vais vous lire donc une courte légende ou conte, enfin je ne sais pas dans quelle catégorie la placer. Alors on y va. Ça s'appelle le village de Pierre. Comme son nom pourrait le laisser entendre, il ne s'agit pas d'un lieu abandonné, loin de là. Au-delà de la cité des mouches s'étend une terre battue par le vent et la pluie. Un village a été creusé et recouvert de pierres afin de protéger ses habitants. Les noms sont évocateurs tels que l'auberge du rocher tremblant, le champignon de pierre qui est le lieu du marché, ou encore la pierre de sang qui est l'endroit où les morts sont enterrés. Contrairement à l'aspect des lieux, les habitants sont extrêmement chaleureux. Dans cette contrée inhospitalière, les plats sont chargés et la bière coule à flot. Il vaut mieux éviter par contre de s'y aventurer la nuit, une chute dans les chantiers rocheux étant synonyme de mort assurée. Une fois n'est pas coutume, je vais vous parler poésie avec le dernier né de Micheline Bolland, Haïku et Tankas au fil des jours, bien sûr aux éditions Chloé Délice. Eh bien, j'aime bien la poésie, mais je dois en fait avouer que la forme japonaise dite des haïkus me semblait vraiment beaucoup plus difficile d'accès, plus psychologique on va dire. Mais je suis curieuse et j'ai donc décidé de découvrir donc ce recueil de Micheline Bolland, Haïku et Tanka, au fil des jours. Alors, verdict. Eh bien, ces poèmes assonants, très courts, sont tout simplement des bribes de vie, des clichés d'un instant T, une sensation face à une image, à un état d'esprit fugace. Il s'agit de les parcourir pour voir, ressentir, toucher ces moments fugitifs, images éphémères captées en fait par l'œil aguerri de la poétesse. Micheline nous transporte au fil des jours et des saisons. Elle nous fait voyager au fil du temps par petites touches colorées, on va dire, à la fois fragiles et puissantes. Difficile d'écrire mon ressenti en fait au fil des pages. Il faut se laisser tenter, porter et accepter de voyager au fil de ces petits coups de pinceau en fait du poète. En un mot, eh bien écoutez, essayez et je crois franchement que vous serez surpris. Alors, j'ai décidé de vous en lire quelques-uns. Voilà. Alors, je les prends au fil comme ça. Donc là, c'est automne et ce sont des haïkus. Balade en forêt,
cueillette de champignons et baisers volés. Pelouse impeccable, un simple souffle de vent, pluie de feuilles mortes. Matin de printemps, là c'est le printemps, les oiseaux plus prompts que moi à se réveiller. Fête des mamans, des coquelicots fleurissent au fond du jardin. Dans le ciel, la lune a pris la couleur des flammes soirée d'hiver. Aujourd'hui, l'hiver a déposé ses empreintes sur les branches nues. Sous un ciel radieux, calligraphie de branches, magie de l'hiver. Voilà. Alors, je vous assure, c'est quelque chose à découvrir, à sentir, ressentir. Franchement, essayez. Le livre que je vais vous présenter aujourd'hui est de Nicole Graciosi, dont j'avais lu un autre livre il n'y a pas longtemps qui m'avait tellement plu que j'ai décidé de lire celui-ci qui date de 2020. Alors c'est La fille aux yeux bandés. Qui est la fille aux yeux bandés? C'est Dorine, qui naît d'un couple plutôt infernal, je dirais. Le père... de temps en temps, on se rend compte qu'il y a un fantôme de bonté, de partage, de chaleur en lui, mais qui est vite étouffé par l'épouse, qui est voilà, une épouse absolument toxique, et qui fait de lui son partenaire dans l'œuvre de détruire Dorine. Heureusement, Dorine a un caractère elle ne se laisse pas faire, elle n'est pas impolie, elle n'est pas farouche ni rien, mais elle conteste, elle dit mais pourquoi donc elle ne se laisse jamais tout à fait détruire, et heureusement pour elle, elle va dépasser tous les pièges que lui tend sa mère avec la complicité du père, qui lui ne complote rien mais ne s'oppose jamais non plus et fait chorus avec l'épouse. Donc il y a un frère et une autre sœur, mais qui sont nettement moins malmenés que Dorine. Alors cette femme, la mère, bon, je ne sais pas pourquoi, il faudrait la psychanalyser elle, et là ça remonte trop loin, mais pour une raison bizarre, elle veut vraiment détruire sa fille. Donc elle va commencer quand elle est petite. Elle est moche, elle ne fera jamais rien de bon, elle n'est pas bonne à l'école, elle ne sera pas capable de faire ceci, de faire cela. Donc, la petite avance quand même, et finalement, elle est plutôt bonne, mais elle ne s'en rend jamais compte. Elle est même étonnée quand quelque chose réussit bien, parce qu'on lui a tellement dit qu'elle allait se planter qu'elle s'en étonne. Quand elle est jeune fille, elle est de nouveau moche encore, là. Elle ne devrait pas croiser les jambes avec les cuisses qu'elle a, elle devrait se coiffer autrement, mais est-ce qu'elle s'est regardée? Quand elle a des amis, la mère essaie de s'insérer pour lui dérober, elle l'isole de ses amis, de ses frères et sœurs, de la famille, et Dorine... elle a les yeux bandés. Elle n'arrive pas à voir le jeu de la mère. Elle se demande
souvent, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai qui ne va pas? Et puis, heureusement pour elle, ses parents décident de s'en débarrasser, c'est-à-dire pas de façon radicale, mais ils l'envoient vivre et travailler à Bruxelles, sans se rendre compte que c'est là qu'elle va arriver à se libérer, parce que là, elle va être, pas Dorine, la moche, la mal fagotée, etc. Elle va s'insérer avec d'autres personnes de son âge. Comprendre aussi que dans son travail, finalement, elle réussit bien, elle est bien, puis elle va se marier. Et puis, c'est quand elle est mariée déjà, que vraiment ses yeux vont s'ouvrir. Et là, je ne vous dis pas ce qui s'est passé, enfin ce qui s'est passé depuis des années, mais qu'elle découvre soudainement. Elle comprend pourquoi, par exemple, personne ne s'est intéressé à elle quand elle s'est mariée, elle n'a pas eu de cadeau, tout le monde s'en fiche, il n'y a personne qui ne demande jamais de ses nouvelles. Quand elle retourne chez elle, on la regarde un peu avec surprise. Bon, et elle ne comprend pas du tout d'où ça vient. Elle va évidemment, à un moment donné, le comprendre. De son côté, heureusement, comme c'est une petite fille, puis une jeune fille et finalement une femme qui avait une force en elle qui lui a permis d'avancer quand même, et puis même de fleurir, de trouver son épanouissement. Elle a des enfants, elle est une très bonne mère, elle aime être une mère, voilà. Donc c'est une femme réalisée qui nous raconte la vie de Dorine. C'est vraiment, je ne sais pas, c'est un excellent livre, moi ça m'a beaucoup plu, c'est bien présenté, c'est bien expliqué, et bravo à Dorine pour être sortie de tout ça. Et voilà, donc La fille aux yeux bandés, chez Chloé Delis, 2020, mais toujours à lire avec le même plaisir, de Nicole Graziosi. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des petits papiers de Chloé. Comme vous le savez, dans le cadre de l'événement annuel Fureur de lire, Chloé Delis a décidé d'initier sa propre opération sur le thème des lectures extraordinaires, Fureur de lire, fureur d'écrire. Car comme le dit Laurent Dumortier dans son édito, l'un ne va pas sans l'autre. C'est comme ça que Christine Brunet, rédactrice en chef des Petits Papiers et administratrice du blog Aloïs, a lancé un grand concours d'écriture en 5 actes. La revue nous livre les textes gagnants, des textes qui ne manquent ni d'humour, ni de piquant, ni d'extraordinaire. De l'émoi d'une petiote devant son premier livre, à la colère épique d'un personnage envers son créateur, en passant par les plus folles aventures à dormir debout et l'acidité d'histoires mitonnées au vitriol, le lecteur se voit plongé dans l'imaginaire débridé des auteurs. Cerise sur le gâteau, l'acte 5, confié aux élèves de 4e année du collège de la Vésubie Jean Saline de Roquebillière en France, offre au lecteur 3 textes supplémentaires. Il faut dire que ces petits jeunes n'ont pas manqué, eux non plus, de faire preuve d'une belle imagination dans leurs contes fantastiques. Et puis il y a Chloé a dit, sur le métier d'écrivain, remettez 100 fois votre ouvrage, ce que n'ont pas manqué de faire certaines plumes inspirées. Mais la revue des Petits Papiers de Chloé, c'est aussi celle des auteurs qui y présentent leurs livres, parus ou à paraître. C'est aussi celle des coups de cœur des chroniqueuses de l'Actu TV, et il y en a eu quelques-uns. Alors n'hésitez plus,
et découvrez ce hors-série tout en papier glacé, riche en illustrations colorées et en textes échevelés. Je vais vous montrer quelques illustrations, si vous permettez. En voilà une. Et en voilà d'autres. Et pour finir, je vous souhaite une très bonne lecture.